La commission reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. J'aurais besoin d'un consentement pour permettre à la députée de Montarville de remplacer la députée de Repentigny de 15h à 17h et de permettre aux députés de Deux-Montagnes d'effectuer le remplacement de 17h à 17h à la fin de la séance de cet après-midi. Consentement? Merci. Cet après-midi, nous entendrons le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, Place aux jeunes en région et la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je débute en souhaitant la bienvenue au regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Je vous invite à vous présenter ainsi que la personne qui vous accompagne et faire votre exposé. Vous disposez de 10 minutes. Va s'en suivre des échanges avec les parlementaires. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Donc, je me présente, je m'appelle Monsaf Deraji. Je suis le président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et je suis accompagné aujourd'hui par Monsieur Sergio Escobar, qui est membre du bureau de direction et entrepreneur. Je tiens en premier lieu à féliciter le gouvernement par rapport à ce projet de loi et on donne notre appui au projet de loi, surtout qu'il privilégie une immigration qui correspond aux besoins du marché du travail. Nous soulignons aussi le modèle de la déclaration d'intérêt, donc surtout qui souligne le fait que l'immigrant doit faire un effort avant de venir, de répondre à la question qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je veux venir faire au Québec. Notre exposé aujourd'hui se résume en 6 points. Le premier point, c'est l'encadrement structurel des jeunes gens d'affaires immigrants et leur investissement. Deuxième point, c'est la cartographie des besoins et des opportunités d'affaires en région. Troisième point, faciliter l'installation permanente avec le programme Visa Startup. Quatrièmement, emploi en région et arrimage formation-emploi, francisation et la déclaration d'intérêt. Avant de commencer, je vais juste prendre 30 secondes pour représenter le regroupement. Le regroupement des jeunes chambres de commerce, c'est un réseau de 37 jeunes chambres, 10 000 membres répartis à travers toute la province. Et au sein du regroupement, nous avons 11 jeunes chambres de commerce culturelles. Nos partenaires, le regroupement siège au niveau de la Commission des partenaires du marché du travail et peut compter sur plusieurs partenaires, notamment les Carrefour Jeunesse Emploi, ainsi que Startup Canada. Par rapport au projet de loi, au premier point par rapport à l'encadrement structurel des gens d'affaires immigrants et leur investissement. Dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet pilote, le regroupement recommande au gouvernement de consulter le milieu des affaires pour établir ensemble les critères de sélection des investisseurs et des modalités de leur accompagnement sur le sol québécois. Ce qu'on souhaite, c'est rendre les critères de sélection à l'immigration clairs et accessibles, tant en ce qui concerne les secteurs d'activité que les conditions pour investir du capital de manière sûre et rentable pour les immigrants. Le choix pour investir ou démarrer une nouvelle entreprise au Québec ou le reprenariat, il s'agit là de choix et de démarches différentes qui font appel à des parcours différents. L'accompagnement de l'une ou de l'autre des démarches appelle à un encadrement et un processus d'immigration qui doit être soigneusement documenté, accompagné et préparé. Au niveau du deuxième point, la cartographie, les besoins et les opportunités d'affaires en région. Nous, ce qu'on dit, c'est que oui, on va commencer à sélectionner selon une base bien établie, des critères bien établis, mais pour maximiser le succès, c'est avoir une cartographie réelle des régions, de leur secteur économique en expansion, ainsi que des opportunités d'affaires à y saisir. Une telle cartographie permettra de faire une adéquation entre les besoins, la présence des gens d'affaires pour les régions, les opportunités d'investissement, ainsi que l'immigration économique. Ce qu'on recommande dans ce sens, c'est que le MIDI s'adjoint les efforts d'acteurs communautaires et privés à l'effet de mettre en place une cartographie d'opportunités d'affaires en région avec des données accessibles et claires à l'appui. Celles-ci seront mises à la disposition des immigrants pour permettre le choix en connaissance de cause, notamment dans le cadre de la déclaration d'intérêt.
Le troisième point, c'est au niveau de Visa Startup. On sait que ce programme a été déjà testé au niveau canadien. Je pense que le Québec a la chance d'avoir pourquoi le programme n'a pas marché ailleurs et comment on peut utiliser ce programme pour soit le bonifier ou saisir l'opportunité d'une nouvelle vague d'immigration qu'on voit présentement et l'adapter au contexte québécois. Donc, nous sommes conscients que le programme a été essayé et testé ailleurs, mais ce qu'on dit, c'est que donnons-nous les moyens d'avoir cette catégorie d'entrepreneurs. Le quatrième point, emploi en région et arrimage formation-emploi. Encadrer l'accueil des immigrants par le biais de programmes de jumelage et de mentorat dans un cadre structuré. Nous avons eu l'occasion de voir et d'entendre plusieurs groupes qui ont vanté le mérite de plusieurs programmes qui poussent ou qui aident plutôt à avoir un arrimage entre le milieu de travail et les nouveaux arrivants. Sensibiliser les employeurs en région à la nécessité de s'ouvrir à cette manne ouvrière. Une formation interculturelle des employeurs doit être envisagée pour permettre une telle ouverture. Il faut considérer l'opportunité de faire la promotion pour les régions des atouts et des services socio-économiques et culturels qu'ils offrent. S'ouvrir à une main-d'œuvre professionnelle et technique moins qualifiée, veiller à mieux cibler les immigrants. Donc, il serait plus envisageable de proposer des formations d'appoint qui permettront aux travailleurs qualifiés d'avancer au sein de ces organismes. Au niveau de la francisation, nous sommes tous conscients de l'importance de la langue française pour le Québec. Ce qu'on souhaite, c'est que le Midi commence à réfléchir sur une stratégie qui permettrait aux immigrants d'acquérir la langue française, que ce soit au milieu de travail ou par d'autres moyens. Dernier point, au niveau de la déclaration d'intérêt, avoir de l'intérêt, le déclarer manque de la notion de décision prise en connaissance de cause. On entend par cause environnement, social, culturel, économique et même économique. Il faut que l'immigrant soit mis au courant de manière réelle des défis liés à son intérêt, notamment une connaissance claire de ce que cela implique de ne pas pouvoir travailler dans son domaine d'activité. Je fais allusion aux médecins, juristes et autres ordres professionnels. Identifier les métiers qui requièrent un retour aux études, d'expliquer la durée, d'expliquer les coûts, et ainsi l'immigrant va être mis au courant de toutes ces déclarations avant de prendre la décision d'accepter de venir et de vivre avec nous. Le RGCQ recommande au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion de développer en amont un véritable contrat de confiance en mettant à la disposition du candidat à l'immigration, dans le cadre de la déclaration d'intérêt, l'ensemble des éléments qui lui permettront de décider en connaissance de cause de l'intérêt réel d'immigrer. Merci. Merci. Nous débutons notre période d'échange par Madame la ministre. Oui, bonjour. Alors, bienvenue, Monsieur Déragi et Monsieur Escobar. Monsieur Latrein n'est pas là avec vous. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Toujours intéressant d'avoir la voix des jeunes qui sont notre avenir et des jeunes qui sont intéressés au développement des régions aussi. Des villes, évidemment, des grandes villes aussi, la capitale et la métropole, mais aussi des régions. Et on parle beaucoup maintenant d'immigration en région. Et ce nouveau système de déclaration d'intérêt qui nous permettrait d'identifier les besoins régionalisés. Je ne sais pas si vous êtes au courant du projet de loi 70 qui est connexe par rapport au rôle de la Commission des partenaires du marché du travail qui pourra identifier les besoins régionalisés. Donc, ça va être une première, qui va être un guide pour nous. Mais on parle aussi, dans ce nouveau système de déclaration d'intérêt, de faire en sorte de consulter les acteurs du milieu pour valider, si on veut, les choix. D'ailleurs, ce matin aussi, les groupes qui sont venus ont parlé de l'importance de cette consultation. Alors vous, dans votre cas, quel rôle vous voyez jouer en amont dans la sélection? Puis après ça, je vous poserai une question sur la reconnaissance des acquis, parce que je sais que c'est un dossier que vous connaissez bien. Mais juste comment consulter le milieu pour nous assurer qu'on sélectionne vraiment des gens qui vont être capables de répondre à ces besoins, mais aussi vouloir
comme vous le dites, vivre dans les régions qui sont désignées, là où il y a les besoins? En fait, le regroupement siège au niveau de la commission des partenaires du marché du travail. Et sérieusement, je vois un lien très logique entre la politique que nous sommes en train de discuter et celle envisagée au niveau de la commission des partenaires du marché du travail. Et je dirais, c'est encore mieux si on va avoir un pont entre les deux. C'est très important qu'on écoute ce que notre marché a besoin en termes de main-d'œuvre, en termes d'immigration qualifiée, et aussi par rapport au bassin ou par rapport aux immigrants qu'on veut ramener. Ce qu'on veut ramener aujourd'hui sur la table, et c'est pour cela que je suis accompagné par mon collègue Sergio Escobar, qui est un entrepreneur et aussi très impliqué au milieu des startups, c'est que donnons-nous le moyen de voir, parce que je sais qu'au niveau des visas startups, ça n'a pas marché au niveau Canada, mais donnons-nous le moyen, parce qu'on veut se doter d'une politique de l'innovation, on veut avoir les meilleurs talents. Et je dis, au lieu qu'on cible juste une immigration par rapport à ramener juste des employés, mais est-ce qu'on ne peut pas élargir le bassin et dire, écoutez, il y a quelque chose qui se passe au niveau mondial avec un phénomène de plus en plus présent, que ce soit en Europe ou même chez nous, et on peut avoir une adaptation québécoise à ces gens qu'on veut ramener ici. Et là, je fais allusion directement au programme Visa Startup, et on a des cas concrets que mon collègue peut expliquer, que faute de statut, on les a perdus. Et c'est des gens qui créent de l'emploi, c'est des gens qui nous aident au niveau de l'innovation, et c'est des gens qui peuvent enrichir notre savoir au Québec. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est qu'au lieu d'avoir juste un focus, qu'on ramène juste des employés ou de l'immigration qualifiée, qu'on s'ouvre aussi dans notre façon de voir et de sélectionner à des entrepreneurs, qu'on peut aider à avoir une installation chez nous. Il y a le programme Immigrants Entrepreneurs qui est en révision actuellement. Donc, ce serait le temps peut-être de vous entendre, M. Escobar, pour voir les types de recommandations que vous feriez au-delà de la reprise de certaines entreprises où il n'y a pas de succession, si je comprends bien. Ça, c'est un enjeu, un vrai enjeu dans les régions. Mais par ailleurs, qu'est-ce qui vous a inspiré? Il faut dire que, oui, en effet, le programme Startup Visa ou Visa Startup n'a pas donné les résultats souhaités par le gouvernement fédéral. Donc, on regarde bien ça pour nous assurer de ne pas avoir un programme qui va reprendre les mêmes éléments. Alors, peut-être Merci, Madame la Ministre, Monsieur le Président. Moi-même, je gère un accélérateur de startups, c'est un programme qui vient de Silicon Valley, s'appelle le Founder Institute. On est présent dans 50 villes dans le monde, sans ville actuellement, et comme le leitmotiv de l'accélérateur technologie, c'est globaliser Silicon Valley. Donc, on démarre en fait des écosystèmes de sociétés technologiques un peu partout dans le monde. Moi-même, j'ai décidé de démarrer ce programme-là ici à Montréal, au Québec. C'était la première ville canadienne. On a aussi à Toronto et Waterloo, justement parce que j'ai décidé de vivre au Québec à cause du français. Tout comme moi, il y en a plein de francophones et francophiles qui souhaitent bâtir des sociétés technologiques ici au Québec. De mon expérience, on a passé déjà plus de 24 startups qu'on a démarrées ici au Québec. Plus de la moitié, c'est des entrepreneurs qui ne sont pas canadiens en fait, qui viennent ici juste parce qu'ils sont attirés par le fait de démarrer une entreprise en français, en Amérique du Nord, sans perdre leurs racines culturelles ou leurs racines linguistiques, mais tout en ayant la proximité d'être à 1 heure en avion des principaux marchés tels que New York, Boston, Toronto. Un accès incroyable à des fonds de capital de risque, c'est notre richesse. Malheureusement, et je dis ça malheureusement parce que le programme de Startup Visa n'est pas axé aux réalités actuelles du marché. Je veux dire, malgré que dans le reste du Canada, le programme de Startup Visa fonctionne, cela prend plus de 6 mois donner le papier à un entrepreneur pour qu'il rentre au pays. Moi, comme investisseur, qui suis en train de donner 10 millions de dollars à une start-up pour qu'elle grossisse, moi, j'ai besoin de prendre une décision dans des semaines. 2 semaines, 3 semaines. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une compétition internationale. Si moi, je n'attire pas cet investisseur pour le faire venir ici à Montréal, j'ai 10 individus, 10 fonds d'investissement de Silicon Valley et New York qui sont intéressés pour les faire déménager là-bas. Et c'est le cas
d'une société faite d'un Suisse qui a accompagné avec moi, Logger, un système intelligent biométrique de remplacement de mots de passe avec des empreintes digitales à biométrie, qui a démarré la compagnie ici à Montréal, entrepreneur suisse francophone, qu'on l'a présenté à tous les fonds d'investissement d'ici, incluant des fonds de fonds tels que M. Jacques Vernier de fonds de fonds Terralis, qui s'époustouflaient parce qu'on ne pouvait rien faire pour le retenir, parce qu'on n'était pas capable de trouver une façon de lui donner un visa pour qu'il puisse démarrer sa compagnie ici, alors qu'il y avait des fonds à New York, à Boulder, Colorado, à Silicon Valley, qui lui offraient tout pour qu'il déménage et crée des emplois payés et bien rémunérés et dans la haute technologie dans leurs respectifs États américains. Du fait que moi, je crois que oui, il faut y aller de l'avant dans le cadre d'un projet pilote bien réfléchi, non seulement inclure les fonds de capital de risque, mais également le réseau d'incubateurs et d'accélérateurs de technologie qu'eux autres font leur travail de dénicher les meilleures opportunités dans le monde. Moi, on a eu quelques cas comme ça, justement, où il y avait un start-up, puis la personne clé pour faire avancer le dossier se retrouvait en Suisse, par exemple, et il fallait que la personne arrive rapidement, donc avec un visa temporaire, essentiellement. C'est ça que vous dites. Souvent, moi, ce qu'on m'a expliqué, souvent, le blocage, c'est à ce niveau-là. C'est des gens qui doivent venir pour renforcer le start-up et qui sont peut-être pas toujours destinés à l'immigration permanente, mais il y aurait quand même l'entreprise qui resterait au Québec. Donc, c'est ce mélange de visa temporaire que sélection de personnes à titre permanent. Donc, on a besoin de beaucoup plus de flexibilité dans nos façons de voir. C'est des consultations qu'on a menées justement avec des gens du milieu comme vous. En tout cas, ça fait partie d'une autre discussion, mais c'est intéressant, c'est important. Les consultations se poursuivent là, pour la refonte de ce programme. J'aimerais vous amener sur les projets pilotes, d'ailleurs. Peut-être c'est une façon aussi, on parle beaucoup de projets pilotes parce que dans les régions, cette idée de projet pilote, évidemment, il y a une application très variée qu'on pourrait imaginer dans toutes sortes de domaines, mais aussi dans le domaine justement des startups et en région. Je ne sais pas si vous avez regardé cet aspect du projet de loi 77 sur les projets pilotes. Des fois, donc, il pourrait avoir une combinaison. Soit ce serait un projet pilote simplement avec des travailleurs temporaires ou permanents, ou une combinaison des deux. Le plafond, c'est par projet, c'est pas au total. Donc, quand on parle d'un projet, un plafond de 500, je pense que c'est bien 500 ou 400. 400 pour le temporaire, 500 pour le permanent, c'est par projet. Mais on peut faire une combinaison des deux. Est-ce que vous avez eu l'occasion de peut-être regarder cet aspect des projets pilotes, sinon, si vous avez des idées là-dessus? En fait, je pense que c'est une excellente idée. La question qu'on se pose, c'est juste, on va imaginer un projet pilote réel. On est devant une concurrence internationale. Si on veut mobiliser 400 ou 500, il faut avoir des machines. Et c'est des machines pas juste de recherche des talents, de détecter les talents, mais aussi à l'intérieur qu'on répond rapidement aux besoins. Mais l'idée, elle est très bonne. Et si ça répond à un besoin dans une région et que la région sera sauvée parce que le besoin en main-d'œuvre, on va répondre très rapidement à ce besoin. L'entrepreneur, il est très content. La région, elle est contente parce qu'on va ramener la main-d'œuvre qualifiée pour répondre à ce besoin. Je pense que l'idée, elle est excellente. Et comme je vous le dis au début, le regroupement siège au niveau de la Commission des partenaires du marché du travail. Et c'est un bon pas, encore une fois, je le dis, de travailler ensemble. Parce que là, c'est plus une vision qu'on ramène de l'immigration et qu'on ne répond pas à un besoin. C'est plutôt un travail en groupe, un travail d'équipe, et qu'on regarde le besoin. La cartographie, c'est ce qu'on a dit dans un de nos points, la cartographie des opportunités en région, parce que même les gens qui vont venir et avant de venir, ils vont avoir une idée des opportunités de travail en région, et ça va les aider plus à avoir, gérer la décision de s'implanter dans une région et non pas dans une autre. Je peux parler? Oui, merci. Dans le cadre des projets pilotes, Madame la Ministre, Monsieur le Président, la grande force du regroupement des chambres de commerce, c'est notre membership de chambres culturelles. C'est plus facile pour nous de faire l'intégration
soit d'un immigrant entrepreneur dans la catégorie technologie, soit un immigrant même investisseur, qu'on est capable de faire, dans un bon français, un matching ou un parrainage entre nos chambres culturelles qui connaissent le milieu, connaissent la langue, connaissent les savoir-faire, pour que cette intégration de cet entrepreneur, cet investisseur se fasse de la façon la plus adéquate et facilement possible. Parce que ce qu'on veut justement, dans le cadre d'un employeur ou dans le cadre d'un investisseur, c'est que l'intégration se fasse adéquatement. Je pense que ce qui est intéressant, parce que c'est très complexe, c'est très nouveau, c'est très innovateur, et je pense que ce qu'on amènerait, c'est de l'innovation en immigration. Et justement, le projet pilote serait plus pour tester notre système qu'autre chose. La complexité de ce que vous proposez, qui fait en sorte qu'il faut travailler autant avec le gouvernement fédéral, puis il n'y aurait pas d'obstacle à ce niveau-là, vraiment, parce qu'on a la capacité. Le gouvernement fédéral a regardé notre proposition et notre proposition par rapport au projet pilote. Ils sont en accord. Mais c'est la rapidité du système qu'il faudrait tester et de voir comment tout le monde devrait travailler ensemble dans ce créneau particulier qui représente l'avenir, en effet. J'aimerais vous parler de la reconnaissance des acquis. Il y a plusieurs façons de procéder parce que la sélection va se faire en temps réel. Hein? Donc, le choix, la personne arriverait et s'intégrerait rapidement dans le marché du travail. L'obstacle, c'est la reconnaissance des acquis, auquel cas la personne, s'il n'y a pas une reconnaissance totale ou un voie de passage pour cette personne, la forte chance, la personne ne serait pas sélectionnée, justement. Alors, on travaille avec les ordres professionnels pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement... Alors là, ça va être beaucoup à la lumière des besoins qui sont identifiés par soit la Commission des partenaires du marché du travail ou pour les ordres professionnels, c'est beaucoup Emploi Québec qui détermine les besoins. Mais si les personnes, leurs acquis ne sont pas reconnus, etc., si on n'avance pas... on ne pourra pas sélectionner ces personnes-là, à moins que les personnes veuillent faire une transition latérale. Ça, il y a des projets qui vont dans ce sens-là. Beaucoup de gens disent oui, ils ont des compétences, ils ont une formation, ils seraient prêts à faire ce transfert latéral. Alors, je voulais voir si vous, à la lumière de ce nouveau système, et comme tout le monde le connaît en commission parlementaire, on en a beaucoup parlé, le problème de l'obstacle de la reconnaissance des acquis qui fait en sorte que les gens sont très, très désillusionnés par rapport à leurs rêves. Là, on ne veut plus ce scénario-là. Donc, les gens qui viendraient auraient la certitude de pouvoir avoir cette reconnaissance. Et là où les obstacles se situent au niveau de la formation et des stages. Alors donc nous, l'idée, c'est de sélectionner des gens qui peuvent s'intégrer rapidement. Dans le secteur de la santé, comme vous le savez, ils font beaucoup de recrutement. Le secteur public de la santé, ils vont recruter des infirmières, des gens dont ils ont besoin. Il ne semble pas y avoir de problème à ce niveau-là. Je ne sais pas, dans le secteur privé, par exemple, là, secteur privé, là où il y a certaines capacités professionnelles très, très de pointe, surtout quand on parle de l'entrepreneurship, etc., il y aurait peut-être des façons d'accélérer le processus de reconnaissance. Alors, je voulais savoir si vous avez un vécu avec ça dans le domaine dont vous parlez, pour voir comment on peut accélérer ces reconnaissances. Au fait, c'est pour cela que je l'ai dit au début que c'est un projet qui est très innovateur, le fait de faire un arrimage entre le marché de l'emploi et la sélection de nos immigrants. Mais à un autre point de vue, on a plusieurs variables inconnues. Je dirais que je pense qu'on va tous se lancer et tester par un projet pilote. Et après, c'est comme une équation, tu as plusieurs variables. Tu essaies de minimiser ton risque d'erreur pour pouvoir réussir à avoir un excellent résultat à la fin. Un des variables, c'est la flexibilité des ordres. Parce que là, on a le premier variable, c'est le marché de l'emploi. Ça, je pense que ça va être réglé par l'autre projet de loi. Donc, on règle le premier variable qui est le besoin dans une région X et on a besoin de quoi? Donc, déjà, on a identifié le besoin. Donc, on a identifié le besoin. Déjà, on maximise le fait de savoir qu'est-ce qu'on veut chercher, nous, par rapport à ce bassin d'immigrants qu'on va aller chercher à l'extérieur. La deuxième barrière, c'est que si ton besoin est identifié dans une région X, tu as besoin de 100 ingénieurs en génie électrique.
100 ingénieurs en génie électrique au nord pour répondre à un besoin d'une entreprise. Donc, c'est là où la question se pose. Est-ce que nos ordres professionnels vont avoir la flexibilité et la rapidité d'exécuter cette demande qui nous vient d'un entrepreneur au nord, et comment eux, ils vont s'adapter avec ce système, que le ministère de l'Immigration s'adapte, les partenaires du marché du travail s'adaptent, mais est-ce que nos ordres professionnels vont s'adapter? Et c'est là où ça nous pose un gros défi à nous tous, en tant que société. Est-ce que nos universités sont capables d'entrer en mode solution et dire, écoutez, on a de la main-d'œuvre qualifiée qui répond à un besoin, mais ils n'ont pas, je dirais, les mêmes qualificatifs ou la même qualification que nos ingénieurs au Québec. Mais on a besoin de cette main-d'œuvre. Et c'est là la plus grande question. Je le dis encore une fois, c'est très beau un projet pilote, mais ça prend plus qu'une volonté juste du ministère du Midi ou bien des partenaires du marché du travail. Parce qu'on a un paramètre qu'on ne contrôle pas. C'est tous les intrants, à savoir les ordres professionnels. C'est eux qui vont dire, tu as le droit de signer en tant qu'ingénieur ou pas. Au PEC. Honnêtement. Excusez-moi. C'est terminé. Ah bon. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Bourget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Deragie, Monsieur Escobar, soyez les bienvenus. Merci de contribuer à cette réflexion autour du projet de loi 77. J'aimerais vous faire part du témoignage du président de la FTQ lors de son passage ici en commission parlementaire au premier jour, au premier matin de nos travaux. Il disait, parce qu'on le sait tous, il y a un fort taux de chômage qui frappe beaucoup de nos concitoyens originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, notamment. On trouve également une portion non négligeable de nos concitoyens originaires d'Amérique latine. Et à cet effet, il disait qu'il y a un problème de reconnaissance d'acquis et de compétences, mais qui est, et là, il laisse une suspension et il ouvre son cœur. Il dit, écoutez, il y a de la discrimination, du racisme, autant de la part des employeurs, autant dans nos rangs. Ce n'est pas simple, cette problématique-là. Les Maghrébins, ils sont scolarisés, ils sont bien souvent francophones, donc pourquoi ils ne se trouvent pas d'emploi? Parce qu'il y a une situation discriminatoire à leur égard. C'est une réalité inévitable. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Avec le système d'immigration dans lequel nous nous inscrivons au moment où on se parle. Mais viendra alors ce modèle qui a ses côtés positifs, mais l'inattendu potentiel pourrait être très surprenant, considérant notamment la demande de certains milieux de participer à l'élaboration des critères de sélection. Ce nouveau système, avec les pouvoirs que donne le projet de loi à la ministre ou au ministre, de sélectionner les profils dont on a besoin sur le marché du travail, de sélectionner les bassins, etc. Est-ce que vous l'avez anticipé, ce problème potentiel, à savoir le profilage racial, le profilage culturel, le profilage ethnique et éventuellement le profilage religieux? C'est une très longue question. Moi, je pense que le contraire, à mon avis. Je pense que c'est mon point de départ, est un besoin exprimé dans une région et qu'on veut répondre aux besoins de cette région d'un point de vue économique,
je ne pense pas qu'aujourd'hui, au Québec, un entrepreneur, quelqu'un qui veut créer de la richesse, va refuser de la main-d'œuvre qualifiée qu'on lui ramène chez lui. Là, c'est un besoin économique. Là, maintenant, une fois, et là où je suis d'accord avec vous, c'est que ces gens, et ça, je reviens à la déclaration d'intérêt, c'est que ces gens qu'on va ramener, il y a plusieurs paramètres, une fois sur place, qui rentrent en jeu, notamment le culturel, le vivre ensemble, la question du français, l'adaptation au milieu, partir de plus 20, plus 30 degrés, vivre à moins 30, moins 45, c'est plusieurs paramètres qu'il faut qu'on y pense. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas juste ramener les gens, répondre à un besoin dans une région, et après, on ne les retient pas, ils partent ailleurs. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Par rapport au point que vous avez mentionné, que ce soit le profilage ou le racisme, je pense que toutes les sociétés au niveau mondial, elles ont leur lot. Est-ce qu'on est plus raciste que les autres? Est-ce qu'on est plus pas accueillant que les autres? À mon avis, non. Je n'aime pas les exemples personnels, mais je ne pense pas qu'on peut pas répondre à un besoin économique et que derrière la tête, j'ai le racisme qui me motive. Il y a un besoin d'adaptation aux régions. Il y a un besoin réel. Là, on l'a entendu par M. Éric Tétrault, qui exprimait un besoin réel dans certaines régions, qui disait qu'il y a plusieurs entrepreneurs et plusieurs entreprises qui veulent avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Je ne pense pas que ces gens sont motivés par autre chose qu'un gain économique et assurer la pérennité de leur entreprise. Mais c'est néanmoins un chef syndical expérimenté et témoin de ce qui se passe sur le terrain qui nous rapporte ce qui se passe aujourd'hui même, sans que le système de déclaration d'intérêt soit en action. Parce que le système de déclaration d'intérêt, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est comme une banque de données dans laquelle les gens vont s'inscrire ou manifester leur intérêt de venir travailler ou vivre au Québec. Et il appartiendra, c'est un pouvoir discrétionnaire, au ministère, à la ministre en l'occurrence, de choisir les personnes en fonction des besoins tangibles du marché. Mais ces besoins tangibles du marché seront énoncés dans un rapport exprimé que le milieu va alimenter. Ce ne sera pas de l'improvisation, c'est vraiment très précis. Considérant la difficulté que beaucoup de minorités ont aujourd'hui, le programme PRIME était une magnifique avenue pour stimuler, pour sensibiliser relativement à ça. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. On y reviendra. Pensez-vous pas que quand ce chef d'entreprise ou cette chef d'entreprise voudra spécifiquement un profil considérant ce que nous savons aujourd'hui, ce système n'empire pas potentiellement la marginalisation ou le rejet de personnes qui, aujourd'hui, à Montréal même, vous l'avez évoqué dans votre mémoire, c'est 85% de la population immigrante qui est en rétention à Montréal. Et le taux de chômage chez les concitoyens originaires d'Afrique du Nord, il est à peu près à 24% aujourd'hui, versus un taux de chômage chez les natifs qui est de moitié. C'est pour cela que je l'ai dit que nous aussi, au niveau du regroupement, ce qu'on a proposé, c'est avoir des missions commerciales en région. Je pense qu'on doit commencer à agir en amont. Et je dirais, un des points qu'on a proposé, c'est le mentorat. Le mentorat, ça va dans les deux sens. Les gens qui cherchent de l'emploi cherchent ont besoin du mentorat. Même nos entreprises, elles ont besoin du mentorat. Comme nos syndicats, ils ont besoin du mentorat. Parce que la diversité culturelle et les gens qui viennent de l'extérieur, je pense que le maillage, il est très important. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On risque d'avoir du dérapage. Donnons-nous les moyens, avec ces projets pilotes, de encadrer. En cas de dérapage, qu'on se donne. Nous, vous êtes les meilleures personnes pour juger
et faire des lois que ça ne dérape pas. Mais si vous me posez la question, est-ce que le projet de loi, ce qu'on a aujourd'hui versus ce qu'on avait dans le passé, est une meilleure option, je vais vous dire oui. On avance, mais je suis tout à fait d'accord. Pour éviter le dérapage, donnons-nous les moyens pour qu'on contrôle ces dérapages. Et qu'on dit c'est quoi le besoin en région, mais qu'on ne fait pas de la discrimination. Et si ça existe et qu'on pense qu'il y a de la discrimination, donnons-nous les moyens pour agir et contrer cette discrimination. Il reste 1 minute et demie. 1 minute 30. Et c'est là où je voulais vous amener, parce que le terrain sur lequel nous nous inscrivons tous comme diversité en est un qui n'est pas fondamentalement préparé. L'autre, on le perçoit encore sur la base de nos préjugés, parce que c'est une minorité, parce que n'étant pas, entre guillemets, la norme qu'on voit véhiculée à travers l'imagerie populaire, à la télévision, au cinéma, dans la publicité, etc. Le vivre ensemble n'existe pas encore dans l'imaginaire collectif. Et si ce travail est fait parallèlement à tout ce qui est entrepris aujourd'hui en termes de politique d'immigration, je pense qu'on va aller dans le sens d'un vivre ensemble tangible. Et c'est pourquoi ce travail dépasse le cadre du ministère de l'Immigration. C'est l'ensemble des ministères qui devraient s'impliquer, et notamment le ministère de la Culture. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que même ça dépasse plus les ministères, même la société civile. On est tous responsables. C'est notre avenir. On a besoin de l'immigration. C'est un choix que le Québec a fait. Nous avons besoin des francophones parce que le français est très important pour nous. Mais là, c'est à nous tous, que ce soit ministère ou société civile, qu'on se donne les moyens pour préserver ce modèle du dérapage. Je pense que c'est plus ça qui va nous aider à éviter certains dérapages qu'on peut observer. Et comme je l'ai dit, nous avons un bassin très fort de plus de 13 jeunes chambres de commerce qui nous disent, écoutez, on est prêt à collaborer, on est prêt à aller en région, à expliquer à nos homologues en région qu'est-ce qu'on peut ramener et de quoi nos réseaux à l'extérieur peuvent aider les entreprises en région. Ça, c'est la deuxième, troisième génération peut-être, mais aussi les jeunes en bas de 40 ans qui sont membres du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs. Merci d'être là. Merci pour votre mémoire que j'ai lue. J'ai pris plusieurs notes et plusieurs des recommandations que vous faites avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Vous nous dites que vous recommandez, le regroupement recommande au Midi de s'adjoindre les efforts d'acteurs communautaires et privés à l'effet de mettre en place une cartographie des opportunités d'affaires en région avec des données accessibles et claires à l'appui. Celles-ci seront mises à la disposition des immigrants pour permettre le choix en connaissance de cause, notamment dans le cadre de déclarations d'intérêt. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Je suis très d'accord avec vous à cet égard-là. Plus loin, vous nous parlez d'une autre particularité. Vous dites que le regroupement recommande au ministère de favoriser la venue d'immigrants au profil technique et professionnel plus en adéquation avec les besoins du marché du travail. Je pense, tout comme vous, qu'on n'a pas juste besoin de diplômés universitaires avec des maîtrises, des baccalauréats, mais on a aussi besoin de gens avec de bonnes techniques. Tout à fait d'accord. Cependant, on arrive à la francisation et vous nous soulevez un point qui a été soulevé. Effectivement, vous parliez de M. Tétrault tout à l'heure par différents groupes qui sont venus nous voir. Vous nous dites que le regroupement appelle le gouvernement à consentir à une évaluation plus souple et à des exigences moins importantes de la langue afin de permettre au marché du travail québécois de pouvoir bénéficier de qualifications qui lui sont nécessaires. Donc, vous nous demandez en quelque sorte de diminuer le niveau de français pour certains, pour notre travailleurs. Pourriez-vous élaborer pourquoi ce serait important de le faire? Puis après, j'ai une autre question. Je vous remercie par rapport au point que vous avez soulevé de très positif. Aussi, le dernier point, je le pense positif et je vais vous dire pourquoi. Nous avons les meilleurs programmes de francisation au monde. Je pense que la machine, il est très bien faite qu'on peut franciser au Québec. Notre point de départ, c'est quoi? La compétence. Vous l'avez dit, on veut être innovant, on veut de l'innovation au Québec et on cherche de la compétence. La seule chose que nous, le petit lapsus qu'on ramène, c'est que cherchons la compétence comme premier critère. Après, on a les moyens de franciser. Nous avons des agents de francisation
Nous avons une politique de francisation au Québec qui date depuis plusieurs années. Est-ce qu'il faut la renforcer? Est-ce qu'il faut ajouter du budget? Ça, c'est une autre question. Mais je pense qu'on a les moyens de dire aux gens, écoutez, on vous a accepté parce que vous êtes compétents, vous avez de la plus-value à ramener au Québec, et on a des programmes qui vont vous aider à être meilleur en français. Pas juste parler ou maîtriser le français. C'est ça. Oui. Madame la députée, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, dans certaines rubriques, surtout au niveau de la technologie, les besoins sont criants. Pour vous donner une idée, d'ici 2020, les États-Unis et le Canada ont besoin de 10 millions de développeurs informatiques. 10 millions. Le juste part du Québec, c'est environ 1 million de développeurs. Vous pouvez aller parler à Ubisoft, société française qui est ici. Il engage n'importe qui, n'importe quelle langue que vous parlez, tant que vous sachez programmer, il y a des salaires de 140 000, 150 000 $, peu importe la couleur, religion, race, quoi qu'il en soit. Nos compagnies, nos sociétés technologiques sont en train de souffrir. On ne peut pas produire, on ne peut pas ramener la valeur ajoutée tant aussi longtemps qu'on n'a pas des gens assez compétents pour faire fonctionner la machine. Moi, étant francophone, le français n'est pas ma langue maternelle, c'est l'espagnol, mais tout comme tous les immigrants qui sont arrivés ici, la machine de francisation fonctionne très bien et je crois qu'il y a des efforts à faire là-dedans pour l'améliorer, bien entendu. Mais j'ai été témoin des gens qui sont arrivés avec des visas de travail du Brésil, qui sont venus ici avec des notions de base de français et là sont parfaitement francophones. Mais on a besoin justement peut-être d'assouplir un peu, surtout dans les secteurs de technologie de pointe, où justement si on n'est pas capable, même si on les ramène avec des visas de démarrage d'entreprise ici, avec des investissements, on ne sera pas capable de les garder ici au Québec, parce qu'ils vont être obligés de déménager à Waterloo, capitale de l'ingénierie au Canada ou aux États-Unis. Je comprends très bien votre point, je vous suis. Et vous nous dites plus bas que vous appelez le ministère à réfléchir sur une stratégie qui permettrait aux immigrants d'acquérir la langue française. Vous dites qu'on a le meilleur cours, on fait la meilleure francisation. Je veux bien, tout comme vous, qu'il y ait cette francisation. Le problème, c'est que le cours n'est pas obligatoire. Alors, auriez-vous des suggestions à nous faire pour nous assurer que si on diminue ce critère-là de francisation, qu'on s'assure que tout le monde prenne un cours de français, apprenne le français? En fait, ce qu'on a vu récemment, plusieurs groupes, surtout des groupes économiques, ils disent, écoutez, si on peut s'adapter à ce qu'on donne des cours au milieu de travail et que par la force des choses, et je peux vous témoigner de plusieurs cas que nous avons en tant que membres au sein du regroupement, des gens qui viennent de plusieurs pays et qui n'ont jamais parlé la langue française et que par la force des choses, soit son amoureux il parle français, ben lui aussi il va parler français. Le contexte, la culture, l'immersion te pousse à adopter la culture et à commencer à parler français. Ce qu'on suggère dans ce sens, c'est qu'on vise plusieurs avenues pour aider ces gens à parler français. On ne dit pas qu'on doit la mettre de côté. C'est très important la langue française pour nous et on insiste. La seule chose, c'est que commençons par la compétence, donnons-nous les moyens d'avoir des gens compétents, mais aussi donnons-nous les moyens d'aider ces gens à parler et à fonctionner en français, que ce soit à l'intérieur des entreprises ou même ailleurs. C'est une minute. Une minute. Question-réponse. Parfait. Je vous suis. Alors, moi, j'aimerais vous dire, donnons-nous des moyens. Je veux bien. Je voudrais des suggestions dans la mesure où je comprends que les gens qui prendront le cours vont devenir francophones ou francophiles ou vont très bien se débrouiller, vont être capables de parler français. Mais que fait-on avec le 40 % qui ne prend pas le cours? Le 40 % des immigrants qui ne prend pas le cours, il faut aller le chercher. Oui, il faut penser à des mesures incitatives. Avez-vous des idées? Là, on parle au milieu de travail. Tout azimut. Au milieu de travail. Demeurons au milieu de travail. Ouais. Au milieu de travail, ce que j'ai vu, c'est au contraire, c'est vraiment une réelle volonté à ce que les gens apprennent le français. Là où je pense qu'on doit tous penser, c'est avoir des mesures incitatives pour les entreprises, à ce que leurs employés parlent et agissent en français. Et cela, il faut leur donner les moyens pour que la langue française soit la langue d'usage à l'intérieur des entreprises. Mais je ne pense pas que les employés n'ont pas la volonté de parler français. Merci. Moi-même, auprès de la Chambre de commerce latino-américaine, on était un organisme interface de l'OQLF. Je peux vous dire, dans une année, nous avons francisé
en moyenne 150 micro-entreprises latino-américaines. Il n'y a jamais eu une friction pour francisiser les compagnies. Merci. Je vous remercie pour votre contribution aux travaux de la Commission et je suspends quelques instants afin de permettre au prochain groupe de prendre place.